Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire intitulé Une économie circulaire par une ingénierie circulaire, organisé par le GT IPECVAL de la SFGP. Donc, moi, je m'appelle Éric Cher, je suis le vice-président académique de la SFGP et je suis très heureux de vous accueillir tous pour ce webinaire. Donc, quelques mots sur la SFGP, Société française de génie des procédés. C'est une société savante qui regroupe des industriels et des académiques. C'est un nouveau bureau qui a été élu récemment. Mais vous savez que la SCGP, elle est organisée en GT, donc il y a des groupes thématiques. On en a 23 qui sont eux-mêmes organisés en pôles, donc on a 7 pôles. Et puis le but de toute cette organisation, c'est de répondre à des défis industriels, des défis sociétaux, hein, qui concernent la décarbonation, l'usine du futur, les transitions énergétiques. Vous avez toutes ces informations sur le site web de la SCGP. Un de ces défis, c'est l'ingénierie circulaire. Donc, voilà, ce webinaire est très bien aligné avec les attentes de la SFGP. Donc, vous avez toutes ces informations sur l'organisation de la SFGP sur le site web de la SFGP. Et puis, la SFGP, c'est nous tous, hein, c'est des industriels, des académiques qui contribuent au partage de connaissances et à la diffusion de la science. Donc, parmi ces activités, il y a les Zooms, comme on fait aujourd'hui. Il y a des journées en présentiel qui sont organisées soit par des pôles, soit par des GT. Il y a des livres blancs aussi que vous pouvez trouver sur le site web. Et ces livres blancs, il y en a un notamment qui est dédié à l'ingénierie circulaire. Il y a l'organisation de prix de thèse pour récompenser aussi des doctorants qui font des travaux. Il y a des liens avec d'autres fédérations européennes, en Europe notamment, via la Fédération européenne de génie chimique. Et puis, bien évidemment, la SFGP, elle organise aussi régulièrement des congrès. Et donc, le prochain congrès de la SFGP, il aura lieu dans un peu plus de 6 mois, c'est en octobre 2026. Ça sera à Clermont-Ferrand. Il y a 6 thèmes sur ce congrès qui regroupent les thématiques, enfin, qui regroupent voilà, les questions qu'on aborde généralement en génie des procédés. Mais il y a un des thèmes qui s'appelle justement écosystème industriel et ingénierie circulaire, donc qui va aussi concerner, qui va répondre, ou qui va adresser des questions qu'on pourrait aborder aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à contribuer aussi à ce prochain congrès de la SFGP. La date limite pour les soumissions de résumés, c'est dans un peu plus d'un mois, c'est le 13 mars. Hein, donc, c'est dans un mois et un jour. Donc, n'hésitez pas à participer aussi à ce prochain congrès de la SFGP. Voilà tout ce que je voulais dire. Juste avant de laisser la parole à Julie, je voudrais remercier les membres du groupe thématique IPECVAL qui ont organisé ce webinaire, et puis bien évidemment les conférenciers qui vont se succéder durant ce webinaire. Merci à tous, et Julie, je te laisse la parole. Merci Eric, merci beaucoup. Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième webinaire du groupe de travail IPECVAL. Depuis plusieurs années, la France est engagée dans une transition de ses modèles économiques vers des modèles circulaires. Elle cherche ainsi à répondre aux enjeux d'augmentation de la quantité de déchets, de raréfaction des ressources, de sobriété, mais aussi de souveraineté. Cette transition concerne tous les acteurs, mais plus particulièrement l'industrie, car elle doit se repenser pour intégrer les déchets comme matière première. Et ça nécessite d'adapter ses procédés ou alors de développer de nouveaux procédés pour répondre à des exigences et des contraintes réglementaires de plus en plus fortes et des contraintes techniques de plus en plus pointues. Tout ça doit aussi intégrer une flexibilité qui lui permet de s'adapter aux évolutions futures. Et c'est là qu'intervient le génie des procédés dont parlait Eric. C'est lui qui va permettre de transformer les contraintes réglementaires, techniques, sanitaires, environnementales en procédés industriels intégrés, performants et durables, qui maximisent les synergies et qui optimisent les flux. Notre groupe de travail IPECVAL s'est donné pour objectif de dresser un état des lieux du génie des procédés dans l'économie circulaire. Il se base sur des exemples pour démontrer et mettre en avant l'intérêt de l'ingénierie des procédés dans les enjeux de circularité. Il poursuit ainsi la réflexion de la SFGP sur les grands défis industriels en s'intéressant aux apports et aux paradigmes de l'ingénierie circulaire pour un développement pérenne de l'économie circulaire. Nous avons donc décidé de mettre en avant les acteurs de cette transition lors de plusieurs webinaires. Les 2 premiers d'entre eux ont abordé les questions d'écologie industrielle et territoriale, de valorisation des coproduits, de recyclage des plastiques, de recyclage des batteries et de bioéconomie circulaire. Ainsi, nous avions convié l'INEC, Ecopal, Picto, Valorial, Euramatérials, Steam2, B4C et Polyméris, qui ont présenté leurs activités en lien avec l'ingénierie circulaire.
Nous avons aussi présenté le livre blanc sur l'ingénierie circulaire dont parlait Eric, qui a été publié en 2023 et qui avait été présenté par Nicolas Roche. Donc ce troisième webinaire va, lui, mettre en avant les FREC, qui va présenter sa vision interdisciplinaire de l'économie circulaire. Elle va mettre en avant Suez également, qui va présenter sa biofactory pour le traitement d'eau résiduaire. Va présenter EA Éco-entreprise va présenter ses actions multifilières et territorialisées dans le sud-est de la France. Malheureusement, la dernière présentation sur le projet WINT est reportée car Madame Boccetta est souffrante. Je vous remercie donc pour votre présence. Si vous souhaitez poser des questions à la fin de chaque intervention, je vous remercie de le faire à l'écrit sur le Q&A. Je vous souhaite donc un excellent webinaire et je laisse la parole à Lydia Barna de l'EFREC pour sa présentation. Bonjour à tous. Lydia, Oui, je te laisse présenter, partager ton écran et ta présentation. oui. Ok, ça va venir. Alors, Est-ce que tu... Ouais, c'est bien? c'est parfait. Ok. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis Lydia Barna. Je suis professeure en génie des procédés à l'INISA Toulouse. Et je suis ici en qualité de coprésidente de l'Association interdisciplinaire française pour la recherche en économie circulaire. Donc, je co-préside avec mon collègue Pascal Guiraud, qui lui aussi est professeur en génie des procédés à l'INSA Toulouse. Donc, là, cette association, EFREC, est née il y a 2 ans et c'est une société savante. Donc, elle regroupe déjà un grand nombre de chercheurs de toutes les disciplines scientifiques, en partant de chimie, physique, procédés, biologie, jusqu'aux sciences sociales, donc économistes, sociologues, chercheurs en management, etc. Et tout ça, c'est pour bâtir donc cette vision interdisciplinaire de l'économie circulaire. Donc alors, ici, je vais vous présenter quelques notions donc d'économie circulaire et pourquoi donc ce besoin d'interdisciplinarité. Pour mieux comprendre donc les enjeux et aussi l'étendue de notre association. Donc, comme vous pouvez voir ici, vous connaissez tous un diagramme de Sankey. Donc, elle représente un diagramme de flux de matériaux en Europe en milliers de tonnes pour l'année 2010. Donc, c'est tous les flux qui entrent en Europe, voilà, et qui sont extraits en Europe de ressources naturelles, utilisés et puis stockés, voire éliminés de l'Europe. Voilà, donc on voit le flux le plus important, c'est celui des ressources naturelles extraites, mais on a aussi des importations. Et ce qu'on peut voir, c'est que le flux en jaune représente une accumulation de matière. Donc on voit l'accumulation de matière donc dans notre technosphère. Il s'agit de maisons, de voitures, etc. Donc une accumulation par année qui est très importante. Et puis, on a un flux de recyclage qui, lui, est assez fin, donc ce flux-là sur le diagramme. Et puis, tout ce que vous avez en haut, il s'agit plutôt des combustibles. Donc, puisque vous avez des émissions dans l'air, donc c'est la combustion des ressources fossiles. Eh bien, si on reprend la même situation en 2022, on voit que ça ne change pas beaucoup. Et que surtout les flux d'accumulation de matière ont augmenté du 2020 vers 2022. Le flux de recyclage a lui un petit peu augmenté, mais ce n'est pas significatif par rapport à l'accumulation de matière. Bien, donc ce diagramme vous montre donc que nous sommes toujours en train de consommer énormément de ressources naturelles, qu'on les extrait et on les consomme sur le territoire européen. Et qu'on importe toujours et qu'on utilise aussi toujours beaucoup de ressources fossiles. Donc, ce constat-là, il n'est pas très rassurant puisqu'il s'agit de l'année 2022. Bien, donc,
un groupe de chercheurs toulousains se sont réunis autour d'un projet qui s'appelle MUTEC, qui est financé par l'Université de Toulouse, pour travailler sur le concept d'économie circulaire. Et donc, on vous donne ici une définition que nous avons choisie parmi les définitions existantes et que nous avons un petit peu modifiée. Donc, tous les mots ici sont bien pesés. Chaque mot, il est à sa place et a une signification bien précise. Donc, pour nous, l'économie circulaire, est un principe d'organisation économique qui vise à réduire systématiquement la quantité de matières premières et d'énergie sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit ou d'un service et à tous les niveaux d'organisation d'une société en vue d'assurer la protection de la biodiversité et un développement propice au bien-être des individus, et ce, sur un temps long. Donc, peut-être que la définition ne vous parle pas beaucoup, mais on verra quelques aspects donc, qui vont plus zoomer sur certains concepts contenus déjà dans cette définition. Donc, on prend ici un exemple très simple que tout le monde connaît, l'exemple du verre. Alors, pourquoi l'exemple du verre? C'est un objet d'utilisation commun, tout le monde le connaît. Tout le monde sait un peu quel est le mode de fabrication du verre. Donc, on utilise des ressources minérales qu'on extrait, qu'on va fondre à des hautes températures, qu'on va mettre en forme pour obtenir ces objets-là. Et qu'ensuite, vous savez, on peut les recycler. Donc, on va jeter nos bocaux dans des conteneurs verts qui se trouvent au coin de la rue. Et puis, ça part dans un circuit de recyclage. Donc, voici un peu le cycle de vie du verre. Donc, en haut, sur la partie colorée en vert, vous avez la production. Donc, on a l'extraction des matières premières, la production du verre, leur transport, jusqu'à la consommation en bleu en bas du cercle. Une fois qu'on l'a consommé, c'est la fin de vie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, le flux principal est ici vers la collecte donc de ces objets en verre, la partie rouge, qui permet de collecter d'utiliser en interne ces verres, en interne, je veux dire, sur le territoire national de ce verre collecté, ou voire l'exporter, ou en importer d'autres pour faire du calcin. Donc le calcin, c'est une sorte de sable fin issu du verre, donc c'est du verre broyé, et qu'on va réutiliser après dans le cycle de fabrication du verre. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle fabriquer du verre avec une fraction de matière recyclée. Donc, on va réussir à éliminer une certaine partie de matière première naturelle, donc en réutilisant ce calcin. Eh bien, regardons un peu comment ça se passe au niveau des acteurs socio-économiques qui sont partie prenante dans ce circuit du verre. Alors, vous avez en haut de ce schéma donc l'apport de matières premières neuves. Vous avez aussi quelques prix ou coûts de production qui ne sont pas, on va dire, très officiels. Mais c'est des ordres de grandeur, donc ce ne sont pas des prix et des coûts précis. Donc la matière première qui nous coûte 120 euros la tonne en moyenne, on va produire donc des bouteilles, par exemple, prêtes à l'emploi, pour un prix de 500 euros la tonne, plus le coût variable selon la composition du verre. Et on va produire, par exemple, 3000 bouteilles, bon, ça, évidemment, ça dépend de la taille, par tonne de verre, de matière verre. Eh bien, ces bouteilles-là, avec la flèche, la grosse flèche noire qui va vers le bas, sont utilisées et nous allons les jeter dans le conteneur vert. À la fin, donc, ces conteneurs sont collectés par les collectivités pour un coût de plus de 90 euros par tonne et qui les revend à des industriels du recyclage du verre pour un prix de vente de 23 euros la tonne. Donc, on voit ici
l'écart entre les 90 € que les collectivités dépensent et le prix de vente de ce déchet de 23 €. Donc, le verre est récupéré et transformé en calcin pour un prix d'achat et de la prestation entre 35 et 50 € la tonne. Et ensuite, ce calcin donc, est utilisé pour produire en mélange avec la matière première, donc produire de nouvelles bouteilles, avec un besoin d'énergie, puisque le calcin il est à température ambiante et pour fabriquer du verre, on a besoin de monter à des très hautes températures, 1100, 1200 degrés. Voilà donc ce circuit du verre du point de vue des acteurs socio-économiques impliqués. Il faut savoir que c'est une filière qui est extrêmement bien implantée, qui tourne bien et qu'apparemment tout le monde trouve son compte, sauf si on pense à quelque chose qui semble un peu irrationnel, qui est le fait que les collectivités donc, dépensent beaucoup pour la collecte de ce déchet et ne récupèrent pas grand-chose de la vente vers les industriels. Donc, maintenant, on peut se poser la question, recyclage ou réemploi? Donc, on sait que les bouteilles en verre, les bocaux, on peut le réutiliser. Donc, il y a le système de consigne, par exemple, qui permet d'apporter les bouteilles à un centre d'utilisation contre une petite somme d'argent ou pas, ou sans. Et avec des étudiants, nous avons fait une petite étude d'analyse de cycle de vie pour voir qu'est-ce que c'est le plus favorable, est-ce que c'est le recyclage ou la consigne. Donc le recyclage, il reprend le circuit classique. La consigne, en fait, ça veut dire qu'au lieu de casser le verre et faire du calcin, on va nettoyer les bouteilles, on va les réutiliser N fois avec un nombre variable. Et puis, il peut y avoir de la casse, évidemment. Et donc, ce verre cassé, il peut réintégrer le circuit de recyclage, proprement dit, et réfabrication du verre. Donc, voilà les chaînes avec les acteurs impliqués dans ces nouveaux circuits économiques. Donc, le recyclage avec les acteurs qu'on a vus précédemment, la consigne avec un peu de changement ici, c'est-à-dire qu'à la place des collectivités locales et ou des recycleurs proprement dit, nous avons N fois un circuit des objets en verre qui sont réutilisés entre les différents acteurs, les vendeurs, les utilisateurs, par exemple les magasins qui remplissent les bocaux avec des aliments qu'on va réacheter et puis intégrer dans le circuit. Et puis le rôle des collectivités et des recycleurs ici il diminue d'une manière très importante parce qu'eux, ils vont s'occuper seulement de la casse, des verres qui sortent du circuit parce qu'on les a cassés. Vous avez ici le résultat de l'analyse de cycle de vie réalisée avec des étudiants à l'INSA. Et par exemple, si on regarde le changement climatique, c'est le graphique en haut, on voit bien que les impacts du recyclage, donc la barre marron, est très importante. Donc, le résultat d'impact est très important par rapport à la consigne qui est en verre pour, par exemple, 20 réutilisations du verre. Si on fait que 2 réutilisations du verre, vous avez les résultats en couleur plus claire en bas, mais on constate que déjà, ne serait-ce que pour 2 réutilisations des objets en verre, on a déjà un gain important en termes d'impact sur le changement climatique. Plus encore, on a pu constater que c'est la même situation pour toutes les catégories d'impact. Donc, si on regarde le graphique en bas, vous avez des impacts type écosystème, la qualité des écosystèmes, la santé humaine, l'utilisation des ressources fossiles, utilisation des ressources minérales, notamment des métaux. Et dans tous les cas, on voit que le recyclage est bien très impactant, très, très impactant par rapport au mode de consigne. Donc, on peut tirer quelques conclusions ici sur le recyclage. Donc, le recyclage, ce n'est pas la solution idéale pour économiser les ressources naturelles et globalement pour diminuer les impacts sur l'environnement.
Et donc, là, on peut constater donc qu'il y a un coût énergétique élevé du recyclage, une séparation souvent difficile des matériaux. Dans le cas du verre, il faut séparer les verres colorés, les verres transparents, blancs, etc. Et on a un coût de collecte important. Euh, donc, la diffusion des pratiques de recyclage donc, peut être considérée comme une première étape de transition vers un nouveau modèle de développement, une étape intéressante à condition que soient remises en cause les logiques de surconsommation. Donc, nous avons encore une fois, si je reviens sur le verre, nous avons souvent, et je l'ai eu avant d'étudier un peu plus l'économie circulaire, la conscience tranquille en sachant que le verre que j'utilise, il est recyclé. Et donc, je ne me pose pas des questions quand je rachète des nouveaux objets en verre en sachant qu'ils sont recyclés. Eh bien, le recyclage, vous avez vu, il y a des inconvénients par rapport à d'autres façons de gérer nos objets. Et en plus, il peut générer un effet rebond, donc la surconsommation ou leur effet rebond, c'est-à-dire que ça m'incite à utiliser plus, à consommer plus, en ayant la conscience tranquille que j'ai fait un geste écologique, mais finalement qui n'est pas si écologique que ça. Voilà, donc maintenant la question se pose comment casser ce circuit économique très implanté, très bien ancré et qui marche avec des bénéfices pour les industriels. Donc c'est une question vraiment très importante. Donc on n'est même pas ici sur la question de comment casser un circuit économique linéaire. C'est évident qu'il faut passer du linéaire à quelque chose de plus circulaire. Mais même parmi les circuits circulaires qui ne sont pas très vertueux, comment changer? Et c'est très, très compliqué. Donc, dans cette nouvelle science, si on veut, de l'économie circulaire, il faut s'attacher pas seulement à des objets, à des flux de matière, mais aussi sur toute l'organisation des filières et des circuits économiques. Donc, si on prend les différentes échelles, donc là, il y a question d'échelle, de territoire, des acteurs économiques, leurs implications, leurs intérêts, etc. Donc, par exemple, on peut appréhender l'économie circulaire à différentes échelles. Une échelle nano qui est celle de l'objet, une échelle micro qui est celle d'une usine, une échelle méso qui est les supply chains, par exemple, les chaînes de valeur. Et puis, une échelle macro qui est celle de l'environnement socio-économique et du système productif, par exemple, un pays avec toutes ses institutions, l'organisation, etc. On peut aussi l'appréhender au niveau des types de structures, de systèmes qui sont imbriqués. Par exemple, si on prend la matière ou le système productif technique, les technologies, ou alors le système économique, la finance, le système socio-économique qui lui implique la société et puis la nature, évidemment. Et comment passer donc d'une utilisation linéaire qui fait l'extraction des matières et le rejet des déchets à quelque chose qui réduit l'utilisation des matières, la réutilise, la recycle, enfin, réutiliser les objets, recycler la matière ou récupérer de la matière, même à partir de l'environnement. Et finalement, comment repenser, donc c'est le grand racing, comment repenser le tout, l'organisation et les liens entre ces différents sous-systèmes qui forment en fait notre système socio-économique global de la planète. Donc, concernant les acteurs, donc on peut se poser la question, donc quels sont les acteurs, pourquoi ils interviennent et pour quelle transition et quel jeu d'acteurs, c'est-à-dire quelles sont les relations qu'ils vont établir entre eux. Donc, si on prend les acteurs, donc il y a des méthodes, surtout développées par les sciences sociales, humaines et sociales, qui analysent l'engagement, par exemple, des acteurs, l'engagement organisationnel, l'engagement sociétal. Et puis ici, on peut retrouver des acteurs sur les différentes échelles, micro, méso, macro, et leurs différents intérêts. Donc, en fait, ce graphique nous montre les intérêts. Je ne vais pas entrer en détail. Les intérêts qui peuvent être souvent divergents entre ces acteurs. Une autre notion importante est la notion de territoire. Donc,
La notion de territoire n'est pas forcément le territoire administratif, celui d'une ville ou d'un département ou d'une région, mais il se décline également par rapport à la proximité organisationnelle, c'est-à-dire il y a un territoire de proximité culturelle, de proximité organisationnelle, c'est-à-dire on va faire des affaires, par exemple, avec des gens avec qui on se comprend, avec qui on a l'habitude de travailler, qui partagent les mêmes valeurs, par exemple des valeurs sur l'environnement, des valeurs de société, etc. Donc là aussi, il y a des leviers d'action, il y a aussi des difficultés à créer des liens si on prend en compte la notion de territoire. Et bien quel jeu d'acteurs, donc pour quelle transition? Donc là, il faut trouver, afin de faire collaborer et établir des nouveaux circuits économiques et casser les circuits linéaires, voire casser des circuits qui ne sont pas vertueux, il faut qu'on trouve donc des objectifs communs et les négocier. Donc négocier les objectifs des différents acteurs de manière à trouver des consensus pour qu'ils puissent aller dans la même direction et atteindre l'objectif de transition commun. Donc voilà, donc tout ça, donc c'est pour pour assurer une transition vers un objectif central qui est finalement réduire systématiquement la quantité de matières premières et d'énergie, celle-ci étant considérée comme finie ou donnée en quantité disponible limitée. Donc finalement, c'est ça l'objectif de toutes ces approches et des concepts inclus dans ce qu'on appelle économie circulaire. Donc, quelques observations donc, à caractère conclusif. Le recyclage, le réemploi, la réutilisation ou le reconditionnement, est-ce qu'ils sont substituables? Est-ce qu'ils sont équivalents? Non. Ils n'ont pas le même effet économique ni le même effet sur l'environnement. Les produits ou les matières ne sont pas indéfiniment récupérables, réutilisables ou recyclables. Ce qu'on fait par le recyclage, c'est plutôt un décyclage. La qualité est dégradée des matières recyclées. Ces pratiques de circularité centrées sur des logiques d'optimisation des flux négligent largement les aspects sociaux et sociétaux. Dans une circularité orientée vers la sobriété matière et énergie, il faut privilégier les options qui n'exercent pas de pression supplémentaire sur la consommation des ressources et surtout sur les ressources non renouvelables. Et enfin, la dimension locale de l'économie circulaire est essentielle. Favoriser des boucles locales par une meilleure coordination des acteurs en jouant sur leur proximité géographique, mais aussi organisationnelle et culturelle, en associant la diversité des acteurs. Il y a aussi une diversité de pratiques qui nécessitent d'être évaluées au cas par cas. Qu'il s'agisse du recyclage, du réemploi, de la réutilisation ou reconditionnement, les pratiques doivent être évaluées au cas par cas pour assurer de leur contribution à la soutenabilité. Parce que quel est l'objectif final en fait de ce qu'on appelle l'économie circulaire? C'est de faciliter une transition ou de guider une transition vers un monde soutenable. Les matières et les produits concernés par ces pratiques sont très divers et aucune règle générale ne peut être déduite, sauf celle de la nécessité d'une évaluation précise, tant les effets secondaires négatifs peuvent être importants, comme cela a été suggéré pour le recyclage et ses limites. Donc, on ne parle pas seulement du recyclage ici, mais toutes les manières de mettre en place une économie circulaire doivent être évaluées d'un point de vue environnemental, économique et social. Donc, je vais finir par faire un peu la publicité de notre association, EFREC. Donc, nous avons un site internet qui peut être consulté, vous l'avez ici. C'est une association régie par la loi 1901. Voilà. Et aussi faire un peu de publicité pour notre congrès. Donc, il s'agit du 3e congrès sur la recherche interdisciplinaire pour l'économie circulaire. Ce 3e congrès est international. Il aura lieu à Toulouse le 1 jusqu'au 3 juillet, donc cette année. Et malheureusement, la date limite de soumission des textes est fermée, donc c'est fini. Mais vous pouvez, si vous voulez participer,
au congrès, vous pouvez vous inscrire et venir écouter des chercheurs de tous les domaines scientifiques qui travaillent pour l'économie circulaire. Et je vous remercie. Merci beaucoup Lydia pour cette présentation très intéressante. J'invite les participants à poser leurs questions comme expliqué dans le question-réponse et je vais vous lire la première question que l'on a. Donc on présente souvent l'économie circulaire comme la meilleure option par défaut, par exemple lorsqu'un flux de déchets peut être valorisé. Cependant, dans certains cas, cette revalorisation nécessite beaucoup d'énergie et de réactifs chimiques, ce qui peut augmenter significativement l'impact environnemental global, voire même conduire à des impacts environnementaux supérieurs à une option linéaire. Donc la question est comment arbitrer entre une solution circulaire et une solution plus linéaire dans ce type de situation? Oui, donc effectivement, c'est ce que j'ai pu souligner vers la fin de ma présentation. Toutes les options doivent être évaluées. Nous sommes actuellement dans une situation environnementale, donc de dégradation de l'environnement et d'épuisement des ressources et des problèmes aussi de souveraineté, que nous devons évaluer chaque option, chaque stratégie et décision avant de la mettre en place. Donc, peut-être, oui, certains circuits économiques linéaires, plutôt, peuvent être plus favorables que s'acharner à faire du recyclage, par exemple. Mais tout dépend d'un ensemble de critères. Donc, il ne faut pas être un monocritère dans l'évaluation, surtout pas, hein, dans l'évaluation de ces stratégies. Donc, il faut tout mettre dans le panier, hein, donc, que ce soit des circuits linéaires ou circulaires, que ce soit de la réutilisation, du réemploi, du recyclage, voire la sobriété. Donc, tout doit être évalué selon des critères multiples, hein, comme je l'avais dit. Merci beaucoup. Il y a un commentaire. Certains impacts sont plus importants que d'autres. Je pense à la question de l'eau qui semble souvent négligée dans les études. Euh, Pardon, je peux? Oui. Vas-y. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de critères et certains critères sont plus locaux, certains sont plus globaux. Par exemple, si on prend le changement climatique, c'est un critère global. L'eau, c'est global, mais c'est aussi très local. Et donc, il faut avoir cette vision locale donc de chaque critère. Donc, je ne me résume pas ici que sur les critères liés à l'environnement. Donc, il y a des critères de ressources naturelles, effectivement locales. Euh, Souvent, il se pose la question de remplacer euh, certains produits par leurs similaires issus, par exemple, de bioressources et de biomasse. Mais il faut savoir que certaines régions ne disposent pas de biomasse à être utilisée pour autre chose que juste tout simplement ou principalement pour la nourriture des personnes et des animaux. Donc, chaque solution doit être regardée aussi du point de vue du territoire. Comme je l'avais dit, le territoire et les acteurs du territoire, c'est quelque chose de très important. C'est le cas de l'eau aussi. Merci beaucoup. Si vous souhaitez réagir, je crois que malheureusement, on peut uniquement poser des questions sur les questions et réponses. Une autre question, Lydia, avec quels outils faut-il évaluer les critères multiples? Est-ce l'ACV ou est-ce qu'il y a d'autres approches? Oui, donc c'est pour ça que nous avons besoin de scientifiques de différents domaines. Moi, en tant que génie des procédés, pardon, je peux faire des bilans matière, bilan énergie, je sais faire aussi de l'ACV. Donc, mais ça se limite, donc mes compétences se limitent là. Donc, pour aller plus loin, il faut absolument que j'aille voir donc, des chercheurs d'autres domaines, des économistes, des chercheurs en sciences sociales, des chercheurs en sciences de l'organisation, des historiens, des chercheurs en géographie, en hydrologie, etc. Donc, c'est pour ça que notre association Société Savante sur l'économie circulaire est interdisciplinaire et cette interdisciplinarité ou multidisciplinaire est essentielle pour traiter des problématiques actuelles. Merci beaucoup.
S'il n'y a pas d'autres questions, je vais me permettre d'en poser une. Je voulais voir si à l'EFREG, vous avez des adhérents industriels, il me semble. Est-ce que vous sentez qu'il y a une volonté ou un changement de l'industrie d'aller vers l'économie circulaire en dehors des obligations réglementaires? Et si c'est le cas, quelles filières sont plus volontaires pour aller vers l'économie circulaire? Nous avons très peu d'industriels. Bon, l'association est jeune, hein, donc nous devons encore faire de la communication, surtout vers le tissu industriel. Nous avons peu d'industriels. Nous avons un seul éco-organisme qui est Valdelia, qui a adhéré depuis le début. Malheureusement, d'autres éco-organismes ne sont pas adhérents. Et les grands industriels, les gros groupes industriels ne sont pas adhérents non plus. Donc, nous avons plutôt de petits industriels qui ont des valeurs très tournées vers l'environnement et la société, en fait. Et je peux dire que je parle plutôt avec ma casquette de chercheur en génie des procédés. Non, les industriels ne viennent pas forcément vers nous pour des questions d'économie circulaire. Si il n'y a pas l'aspect économique qui est fortement incitant, voire même plus que l'aspect réglementaire. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'aspect réglementaire sur l'économie circulaire. Donc, c'est plutôt l'aspect économique, c'est-à-dire mettre en place une filière pour produire quelque chose en faisant appel à une ressource qui est pas chère, disponible, etc. Et ça, on le voit surtout dans le domaine de biomatériaux. Mais là, je reviens sur ce que j'ai dit. Dans ce domaine-là, des biomatériaux, ça concerne le génie civil. Et dans le génie civil, il y a une réglementation, effectivement, qui est entrée en application déjà et qui oblige à un certain impact sur le réchauffement climatique. Il y a un seuil, il y a des seuils limites pour cet impact-là et incite effectivement les acteurs du génie des matériaux ou des matériaux en construction à faire appel à des bioressources, à des matériaux, de la biomasse pour remplacer le ciment. Donc voilà. Donc comme vous l'avez dit, effectivement, l'incitation vient plutôt par la réglementation ou par l'économie. Et même si on a des valeurs de l'environnement, l'aspect économique est très, très, très limitant. Et moi, je le comprends maintenant beaucoup mieux en étant en contact avec des chercheurs en économie et sciences sociales. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Merci à vous. Nous allons passer la main à Justine Fiat de Suez International qui va nous présenter sa Biofactory. Je vous laisse partager votre présentation. Encore merci, Lydia. Oui, merci pour l'invitation. Faites-moi signe quand ça apparaît chez vous. On la voit. Merci. Ok, super. Déjà, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui est essentiel pour nous, qui est comment l'ingénierie peut transformer un modèle linéaire en un modèle réellement circulaire. Et pour ça, je vais m'appuyer sur l'exemple concret d'une innovation qui est la Biofactory. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer comment une station d'épuration peut devenir bien plus qu'un site de traitement des eaux usées, mais un centre de production de ressources, un acteur de la transition énergétique et un levier de décarbonation des territoires. Ce que je vous propose, c'est qu'on définisse dans un premier temps ce qu'est une biofactory, vous présenter les références de Suez et ensuite illustrer ça avec un cas concret qui est celui de la station de Paul-Escar. Alors, allons-y. Donc, traditionnellement, une station d'épuration suit un modèle linéaire. On reçoit l'eau usée, on la traite et on génère des boues qu'il faut gérer et éliminer. Avec la biofactory, le concept est différent. On passe à un modèle circulaire où chacun des flux devient une opportunité. L'eau traitée devient une ressource, les boues deviennent une source d'énergie, ça peut devenir aussi un abondement pour les sols. L'eau biogaz devient du biométhane qu'on peut injecter dans le réseau ou faire de la cogénération et produire de l'énergie pour la station. Et le CO2 lui-même peut devenir un réactif valorisable.
Donc, ces installations circulaires répondent à de nombreux objectifs de développement durable. L'objectif, il est à la fois simple et très ambitieux. C'est d'avoir 0 consommation d'énergie externe, voire même, si possible, une usine à énergie positive. C'est produire 0 déchet et au contraire produire des ressources. Ne pas avoir d'impact environnemental négatif grâce à une intégration totale de la station dans l'environnement. Et avoir 0 événement inattendu grâce à une surveillance et à une maintenance prédictive des procédés et des équipements. Alors, comment ça fonctionne, la Biofactory, en pratique? Il y a un certain nombre de procédés clés qui nous permettent d'atteindre ces performances, qui s'appuient sur des procédés naturels optimisés par l'ingénierie. Sur la file eau, par exemple, ça peut être des boues activées avancées pour un traitement plus performant. Sur la file boue, ça va être des procédés comme la digestion anaérobie pour produire du biogaz, du séchage solaire pour profiter de l'énergie solaire pour sécher les boues, ce qui est l'un des postes de consommation énergétique principaux sur une station. C'est la carbonisation hydrothermale, ça on y reviendra un petit peu plus tard. Sur la partie biogaz produit par la digestion, on peut faire de la biodésulfuration, c'est-à-dire éliminer le H2S qui est extrêmement toxique et nocif par des procédés biologiques et non plus chimiques. Et on peut faire de la cryogénie, par exemple, pour une valorisation maximale du flux. Sur la partie air, puisque du coup on produit des aires viciées qu'il faut traiter avant de rejeter l'atmosphère, on peut utiliser des procédés biologiques comme la biofiltration ou la photocatalyse pour réduire les nuisances. Pour répondre à la définition d'une biofactory, une usine doit fournir au moins 3 des 5 services suivants qui sont la production d'énergie renouvelable, la réutilisation de l'eau, la récupération pour la valorisation des nutriments, la valorisation des boues et la valorisation du CO2. La Biofactory, en conclusion, c'est une station de traitement qui fonctionne selon les principes de l'économie circulaire. Ça devient un centre de production de ressources et d'énergie verte avec un impact environnemental minimal. Donc, c'est pas un gadget vert, mais c'est un levier structurant pour la performance environnementale et financière des collectivités, et ce, sur le long terme. Sur cette slide, je vous présente les 7 références de Biofactory développées par Suez. Donc, on en a 2 à l'international, la station de Bornéo en Australie, la station d'Okla, qui est la première biofactory indienne de très grande capacité. On est à un peu plus de 500 000 m3 par jour. Et en France, 5 références. L'idée, c'est pas de rentrer dans le détail de toutes ces références, c'est plutôt de souligner 3 points importants qui sont la diversité d'échelle. La biofactory, elle s'adapte aussi bien à des petites communautés qu'à des grandes agglomérations. L'exportabilité, on a des projets en France, en Inde et ailleurs, ce qui prouve que le concept s'adapte à des contextes réglementaires et hydrauliques variés. Et la maturité technologique. On a plusieurs déploiements concrets déjà qui démontrent l'efficacité et la robustesse des procédés mis en œuvre. Passons maintenant à l'un de ces déploiements concrets, qui est la station de Paul-Escar, qui est une référence majeure en France. Pour vous donner un petit peu de contexte, Paul-Escar, donc c'était une station d'épuration qui existait déjà, construite à partir de 1980, qui fonctionnait avec un procédé classique à boue activée. Auparavant, le traitement des boues était coûteux et surtout non durable. Donc, un appel d'offres a été lancé avec un objectif clair qui était de décarboner la filière boue et de maximiser la récupération des ressources. En plus de ça, l'installation devait s'intégrer dans un écosystème local qui comprenait une déchetterie, une ancienne décharge et un incinérateur que vous voyez sur la photo qui est juste à côté de la station qui est là en bleu. Ce qu'a proposé Suez et ce que permet le projet Suez aujourd'hui, c'est une toute nouvelle usine qui a vu le jour en 2023, qui joue un rôle clé pour la transition écologique à travers un projet d'économie circulaire inédit et sans équivalent aujourd'hui, puisque c'est pas moins de 10 ressources et énergies qui sont produites à partir du traitement des eaux usées.
ce en circuit court et avec des synergies fortes avec les infrastructures environnantes. Notamment l'unité de valorisation énergétique des ordures ménagères de Valor Béarn qui se trouve à côté, le réseau de chaleur urbain avec l'injection de biométhane, et aussi une centrale photovoltaïque pour alimenter une électrolyse pour produire de l'électricité verte sur le site. Donc, en plus d'avoir proposé une digestion en aérobie pour le traitement des boues, la production de méthane sur la station est maximisée par 2 innovations technologiques majeures qui sont l'ultra-déshydratation et la méthanation catalytique du CO2 émis pendant la digestion en aérobie. Donc, grâce à cette double première mondiale et à la mise en œuvre des procédés sobres en énergie, l'usine est devenue une installation à énergie positive puisqu'elle produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme et son bilan carbone est radicalement réduit. Je vous propose maintenant de faire un focus sur ces 2 technologies, les 2 premières mondiales, qui sont d'une part la méthanation catalytique du CO2. Donc, c'est un procédé qui convertit le CO2 et l'hydrogène en méthane de synthèse. Le CO2, lui, il est issu du procédé de méthanisation et il est habituellement rejeté à l'atmosphère. Donc là, on fait une réutilisation, une valorisation de ce CO2. Cette technologie innovante, elle est mise en place par Storengy et elle permet de transformer la totalité du CO2 émis en méthane de synthèse, qui est donc un gaz vert renouvelable. Concernant l'hydrogène qui est utilisé par la méthanation, il est produit par un électrolyseur qui est alimenté en énergie donc par une centrale photovoltaïque. Le résultat de cette proposition, c'est un peu plus de 4000 MWh par an de gaz vert supplémentaires produits et qui sont injectés dans le réseau. Donc, c'est l'une des toutes premières applications industrielles de cette technologie sur une station d'épuration. La seconde innovation, c'est l'ultra-déshydratation par carbonisation hydrothermale. Donc, HTC pour hydrothermale carbonisation. Donc, c'est inspiré du procédé naturel de transformation de la matière organique en charbon. C'est un conditionnement thermique à haute pression, haute température, des boues d'épuration digérées grâce à la vapeur d'eau récupérée sur l'unité de valorisation des ordures située à proximité. Si vous voulez voir un petit peu comment ça fonctionne, donc là, vous avez la biométhanisation, donc qui produit le biogaz qui est par la suite valorisé. Vous avez une première déshydratation des boues, puis ensuite le conditionnement thermique, donc le HTC qui fonctionne entre 175 et 210 degrés. Actuellement, il fonctionne plutôt à 190-200 degrés sur la station. Et sans ajout de polymère, on a ensuite une déshydratation qui permet de produire un biocôle. Je vous en parlerai un tout petit peu ensuite, et un jus de déshydratation qui est renvoyé en digestion en aérobie, ce qui permet d'améliorer les performances, de produire plus de biogaz. Donc, les atouts majeurs de ce bouclage, c'est que ça consomme 3 à 4 fois moins d'énergie qu'un sécheur thermique classique pour les boues. Et ça crée une filière boue qui est quasiment autosuffisante en énergie quand elle est couplée à la digestion. Et en plus de ça, on a un produit final, le biocôle, qui est propre, stable et valorisable. Maintenant, sur cette slide, je vous montre le schéma global de fonctionnement de la biofactory. Je vous en parle depuis tout à l'heure, je ne vous ai pas encore montré le panel général. Donc là, ça va vous illustrer comment l'usine n'est plus organisée en traitement, mais bien en filière de valorisation, chacune étant pilotée pour produire des ressources qui sont utiles sur le territoire localement. Donc, si on commence par la filière eau, donc vous savez les eaux usées ici en entrée qui sont traitées. Elles entrent donc par la ligne d'eau classique avec un pré-traitement, un traitement biologique et une clarification. Et là, on va au-delà du simple traitement avec une récupération des nutriments et une qualité d'eau qui permet une réutilisation selon les usages du territoire. Ceci est permis grâce à une nanofiltration, une désinfection et une électrolyse. Donc, cette première ressource, c'est de l'eau réutilisable à près de 3000 m3 par an. Ensuite, on passe à la filière énergie. Donc, on a les boues produites par le traitement biologique qui passe en digestion anaérobie et qui est transformé en biogaz. Ce biogaz est ensuite épuré
est enrichi grâce à la méthanation catalytique des CO2 résiduels, ce qui permet de produire du biométhane qui est injectable dans le réseau, donc une énergie 100% renouvelable. Ensuite, la troisième ressource, c'est la filière biosolides. Donc, après la digestion, comme je vous l'ai expliqué, les boues passent en ultra déshydratation, ce qui génère un produit qu'on appelle le biocoal, qui peut être soit utilisé comme un combustible renouvelable, c'est le cas sur la station de Pau, c'est utilisé dans l'incinération voisin comme combustible. Ça peut aussi être utilisé comme amendement dans les sols, donc ça dépend vraiment du choix du territoire. Enfin, la quatrième filière, c'est celle de la récupération des nutriments, puisque sur les centrales de digestion, on a un procédé de stripping qui permet de récupérer les nutriments, en l'occurrence l'azote, sous forme donc d'abord d'ammoniac, qui est ensuite converti en sulfate d'ammonium. Donc ça ouvre la voie à une production locale de fertilisants renouvelables qui peuvent venir remplacer des engrais d'origine industrielle et carbonée. Maintenant, je fais un petit focus sur la partie pour expliquer comment l'association entre la digestion anaérobie et l'ultra-déshydratation permet de créer une filière boue qui est totalement autonome en énergie. Alors, vous avez la première étape qui est donc la digestion anaérobie. Vous avez la boue épaissie qui est dirigée vers le digesteur, donc qui produit le biogaz. Ce biogaz est une ressource qui vient alimenter une chaudière qui produit de la vapeur qui elle-même est utilisée par le procédé de déshydratation. Donc ce procédé, c'est le HTC. Le nom du produit chez nous, c'est Dehydris Ultra. Donc c'est un procédé qui permet d'atteindre des sicités de boue très élevées, de l'ordre de 65% de ms. Et ce, donc à un coût énergétique bien moindre par rapport à un séchage thermique. Donc on a un produit qui est sec, qui est dense en énergie et donc valorisable très bien comme combustible. Un des points clés, c'est que la HTC nécessite de la vapeur, donc environ 175 à 215 kW par mètre cube de boue, et que cette vapeur, elle est à 100% fournie par la combustion du biogaz issu de la digestion. Et à la suite, il reste encore du biogaz pour du coup la partie injection et méthanation. Donc le résultat, c'est qu'il n'y a aucun apport d'énergie externe grâce à cette boucle vertueuse. Donc on voit qu'il y a un effet domino très positif en fait. Il y a une autonomie énergétique qui permet de réduire fortement les coûts d'exploitation, de supprimer la dépendance au gaz naturel ou à l'électricité externe, et qui diminue fortement l'empreinte carbone, ce qui permet aussi de stabiliser une filière boue plus durable et bien maîtrisée. Donc c'est vraiment l'un des éléments essentiels qui permettent à la biofactory de devenir circulaire et robuste. Maintenant, je vous propose de faire un tout dernier focus, cette fois sur l'empreinte carbone de l'usine, en prenant comme référence la station d'épuration existante, donc avant le projet Suez, avant l'appel d'offres. Donc si on commence par regarder les émissions biogéniques, c'est-à-dire toutes les émissions carbone qui viennent des sources biologiques ou de matières organiques, ce sont 11 100 tonnes de CO2 émis par an, liées d'une part au traitement de l'eau, et d'autre part à l'incinération des boues. À cela, il faut ajouter les émissions induites. Ça peut être donc c'est les émissions fossiles qui sont soit directement liées à l'exploitation de l'usine, soit indirectement liées à la consommation d'énergie, la production de réactifs par exemple. Donc ces émissions, c'est 2400 tonnes par an. Dans cette situation de référence, il n'y a aucune émission de CO2 qui est évitée. Si on passe maintenant à la biofactory et ses nouvelles filières, donc sur les émissions biogéniques, pas de changement. On a toujours 7000 tonnes par an liées au traitement de l'eau et 4100 tonnes liées à l'utilisation de la boue. Et maintenant, on a ajouté un certain nombre de procédés sur cette usine. Une digestion, une ultra-déshydratation, de la méthanation, de l'électrolyse. Donc tout ça, ça génère des émissions induites supplémentaires de l'ordre de 1000 tonnes de CO2 par an. Mais en contrepartie, la biofactory, elle permet d'éviter un certain nombre d'émissions grâce à la substitution d'énergie fossile par des énergies renouvelables, à savoir le biométhane, le méthane de synthèse, le biocoal et la valorisation énergétique interne.
Et ces émissions évitées, elles atteignent un peu plus de 5000 tonnes par an. Donc finalement, voyons comment ça change la logique d'ensemble. Sur la situation de référence, on avait 11 100 tonnes d'émissions de CO2 biogéniques, 2400 d'émissions induites, ce qui fait 13 500 tonnes de CO2 émises par an. Sur la biofactory, toujours les émissions biogéniques, les émissions induites légèrement plus élevées, comme je vous l'ai expliqué. Donc on a un point de départ qui est un peu plus élevé, mais si on retire les émissions évitées, on termine avec moins de 10 000 tonnes de CO2 équivalent émis par an. Donc on voit bien là l'impact de la biofactory qui est très important, de l'ordre de 30% de réduction du coût énergétique. Donc la biofactory, elle ne se contente pas d'améliorer le traitement et de récupérer des ressources, elle décarbone aussi le territoire. Oh, pardon. Donc pour conclure, je pense que l'essentiel à retenir, c'est qu'une biofactory, elle produit localement des ressources et de l'énergie verte avec un impact environnemental qui est minimal. C'est une réponse aux enjeux de souveraineté énergétique, une solution concrète pour réduire l'empreinte carbone des territoires et surtout une très bonne illustration de comment l'ingénierie se met au service de l'économie circulaire. Et je vous remercie pour votre attention. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, Justine. Il y a quelques questions sur le Q&A. Je vais vous les lire. D'une part, donc, je ne connais pas les cahiers des charges des labels bio, mais est-ce que la production de nutriments azotés est compatible avec les labels bio au vu de son moyen d'obtention? C'est une excellente question, je ne saurais pas y répondre. Effectivement, en fait, dès qu'on a la production d'un produit comme ça, qu'on souhaite utiliser comme un fertilisant, on a une certification à obtenir pour l'utiliser comme tel. Après, pour le label bio, pour le coup, je ne saurais pas vous répondre. Je suis navrée. Merci. Une autre question, comment cette filière se place-t-elle par rapport aux enjeux de la directive sur les eaux résiduaires urbaines, la DRU2? À ma connaissance, elle y répond parfaitement. Elle est bien, on est bien en dessous des seuils réglementaires de la nouvelle DBRU. Merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous en dire un peu plus sur le polymère injecté avant HTC, sa nature et la proportion versus la boue injectée? Le polymère peut en effet être considéré comme un combustible, donc d'origine fossile. Oui, alors je ne connais pas la nature du polymère. À ma connaissance, c'est le même polymère qu'on utilise sur une filière classique sur laquelle on a un épaississement. Donc là-dessus, il n'y a pas on n'a pas besoin de mettre plus de polymère. À ma connaissance, on en met moins par rapport à un épaississement habituel. Donc finalement, il y a pas d'impact du positionnement du HTC sur la consommation du polymère, si c'est la question. Pas d'impact négatif en tout cas. Merci. Une autre question, mais il me semble que vous y avez répondu, mais peut-être le rappeler. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le biocoal? Le biocoal, il y a différentes voies de valorisation et... excusez-moi, il y a une petite catastrophe chez moi, je crois. Bon, tout va bien. Le biocoal, en fait, ça va vraiment dépendre de la volonté du territoire. Nous, la voie de valorisation qu'on préconise le plus, c'est effectivement l'utiliser comme un combustible parce qu'il a un pouvoir calorifique inférieur qui est assez élevé. Donc, ça en fait vraiment un combustible intéressant. Mais pour ça, effectivement, il faut avoir soit un incinérateur par la suite pour les boues d'épuration, soit un incinérateur de déchets à proximité. Ça n'a pas forcément de sens d'aller transporter un biocoal pour aller l'incinérer ailleurs. Donc ça peut être utilisé sinon sous réserve d'analyse et effectivement de réponse à une réglementation, être utilisé comme un amendement pour les sols. Après, chez Suez, on étudie aussi d'autres voies de valorisation, comme l'utilisation comme matériau de construction, par exemple, entre autres. Merci, ça fait le lien avec la question suivante. Donc le choix qui est fait est d'optimiser les impacts dédiés à un seul site industriel, mais y a-t-il une réflexion de synergie territoire avec d'autres entreprises? C'est une excellente question. Alors, dans le cas de Paul Escar, ce n'est pas le cas.
Sur d'autres du biofactory, ça peut être le cas. Effectivement, on peut produire un biochar ou un biocol, pardon. En fait, chez Suez, on a plusieurs procédés qui permettent de produire ce type de produit. On produit aussi un biochar de pyrocarbonisation, où là, on étudie des voies où on crée des collaborations avec, par exemple, des cimentiers ou ce genre d'entreprises pour leur fournir des biomatériaux, pour le coup, donc plus sobre. Merci. Une dernière question. Les retours en tête d'azote après HTC sont-ils problématiques? Alors effectivement, c'est un sujet qui est assez documenté dans la littérature, et Suez a également fait pas mal d'études sur le sujet, parce qu'à plus petite échelle, on a constaté des teneurs en pollution qu'on appelle réfractaires importantes, donc de la DCO notamment réfractaire. Donc on a mené pas mal d'études pour étudier quelles sont les voies d'élimination de ces réfractaires qui sont les plus efficaces et les plus sobres. Donc on a retenu un certain nombre de solutions, mais finalement en mettant en œuvre à grande échelle ces procédés, donc les procédés thermiques haute température, donc que ce soit le HTC ou une hydrolyse thermique avant digestion, on a la même problématique de polluants réfractaires. En fait, dans les deux cas, quand on les met en œuvre à grande échelle, on se rend compte qu'on a beaucoup moins de pollution réfractaire que ce qu'on pouvait observer à petite échelle. Et finalement, la question ne se pose plus puisque l'impact sur la file eau est minimal. Merci beaucoup Justine, merci pour votre présentation. Avec plaisir, merci à vous. Je vais demander à Emma Breteau et Simon Nardin d'EA Eco-Entreprises de partager leur présentation sur les actions européennes et territoriales d'EA dans le domaine de l'économie circulaire. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Je mets ça. Ok, super. C'est tout bon. Merci beaucoup, Julie. Effectivement, je suis Simon Nardin, responsable Europe et Innovation chez EA Eco-Entreprises. Et on aura le plaisir de faire cette présentation en duo avec ma collègue Emma Breteau, qui est chargée de mission projet européen également chez EA Eco-Entreprises. Alors, l'objectif de cette présentation, elle sera moins technique, donc on va varier un peu les plaisirs. C'est avant tout de vous présenter EA Eco-Entreprises et surtout les actions à l'échelle européenne et à l'échelle du territoire de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur qu'on met en place chez EA dans le domaine de l'économie circulaire. Et j'en profite avant toute chose pour remercier la Société française de génie des procédés et le GT IPECVAL pour l'invitation pour ce webinaire d'aujourd'hui. Je te laisse passer celle d'avant encore, Emma, s'il te plaît. Voilà, parfait. Donc, comme je vous disais, une petite rapide présentation d'EA Eco-Entreprises. Alors, première chose, on a peut-être un nom qui vous paraît bizarre, EA Eco-Entreprises. Juste pour vous expliquer un peu l'historique, EA, c'était la déesse de l'eau de la Mésopotamie. Donc, par contre, par pitié, pas de questions sur la Mésopotamie dans le Q&R parce que je ne saurais pas vous répondre. Je ne suis pas un spécialisé en Mésopotamie. Mais donc la déesse de l'eau, puisqu'à l'origine, donc il y a 30 ans, donc quand on a été créé, on était donc un pôle qui regroupait des entreprises du domaine de l'eau. Et au fil des années, on s'est élargi, on va dire, à l'ensemble de la filière de la transition écologique. Et donc, le premier point important qu'il faut avoir en tête quand on parle de DA, c'est qu'on est donc un réseau multifilière et qu'on représente des éco-entreprises et différents partenaires dans le domaine de la transition écologique. Donc, on a à peu près 200 membres et partenaires. Donc, vous voyez la répartition, on a majoritairement dans notre réseau des PME et des TPE, mais on travaille également, bien sûr, avec des organismes de recherche et avec des grands groupes. Et l'idée, c'est vraiment de fédérer les acteurs sur le territoire de la région Sud. Vous voyez également donc, sur le petit graphique les différentes filières que l'on représente. Donc, l'eau
est toujours majoritairement présente dans notre réseau, mais c'est le sujet d'aujourd'hui. Vous voyez qu'on a également des membres dans le domaine des déchets et plus largement de l'économie circulaire. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on va faire un focus aujourd'hui. Mais je pense que c'est un point important. On aborde les sujets de manière très transversale avec l'ensemble de nos membres. Donc à la fois les sujets de l'eau, de la biodiversité, de l'énergie, des sites et sols pollués. Vous voyez également qu'il y a des services aux entreprises, parce que dans notre réseau, on a également de nombreux bureaux d'études spécialisés dans le domaine de l'environnement, de la biodiversité par exemple. On est également donc représentant du pôle de compétitivité Aquavallée en région sud, qui est le pôle Aquavallée, qui est le pôle de l'eau basé en Occitanie. Et donc on le représente sur la région sud, puisqu'on a une expertise au travers de nos membres sur les sujets liés à l'eau. Et à ce titre, vraiment, j'ai trouvé la présentation, enfin les deux présentations précédentes extrêmement intéressantes. Et donc notre rôle, c'est vraiment avant tout d'être des facilitateurs et de faire du réseau entre nos différents membres et avec leurs clients, bien sûr. Donc on fait du business et on va proposer toutes sortes d'outils donc pour créer du réseau et fédérer nos membres sur les différents sujets qui les concernent. Notamment via des groupes de travail, et on vous en parlera tout à l'heure, Emma vous en parlera. On a un groupe de travail sur l'économie circulaire et les déchets. Et puis également, on va promouvoir les solutions qui sont portées par nos membres. Mais c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On espère vraiment avec Emma que ça va vous intéresser et que ça va vous donner envie de nous recontacter pour qu'on puisse vous mettre en lien avec nos membres. Et enfin, donc on va accompagner nos membres sur les sujets liés à l'innovation et également au financement, notamment le financement européen. Accompagnement à la fois individuel, donc sur du montage de dossiers par exemple, ou plus collective via notamment l'organisation de colloques. Voilà, on est basé à Aix-en-Provence et on a donc 2 antennes, une à Toulon et une à Nice. Ça, c'est pour vous donner quelques chiffres concrets sur ce qu'on a fait l'an dernier. Donc, vous voyez qu'on a différents groupes de travail, hein. J'imagine qu'ils fonctionnent un peu comme le GTI PECVAL. L'idée, c'est vraiment de fédérer nos membres sur les différents sujets, que ce soit les JO 2030, le sujet de l'emploi et des compétences, les sites et sols pollués. Je ne vais pas vous détailler la gestion innovante des déchets, puisque c'est Emma, je fais un petit teasing pour Emma qui va vous le présenter plus en détail vu le sujet du jour. Je vous l'ai dit, on fait aussi du business, donc on organise des rendez-vous business. Il y en a un aujourd'hui d'ailleurs en ce moment même à Aix-en-Provence. On est partenaire de 4 projets européens et là aussi Emma vous en parlera juste après. Et puis, je vous le disais, on organise donc des clubs et des colloques, notamment sur les énergies renouvelables, l'écotourisme, le sujet de la gestion des ressources en eau également, ou par exemple, le Forum régional de l'achat public durable, où l'idée, là, c'est de faire le lien entre les entreprises et les collectivités pour qu'ils puissent répondre à des appels d'offres. Et donc, projet européen, et je passe du coup la main à Emma qui va vous présenter notre projet Excelsi sur l'économie industrielle et territoriale. Je te remercie Simon et bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis Emma Breteau et je suis la chargée de projet européen pour le cluster nucléaire. Donc, en fait, peut-être pour mieux contextualiser, mon travail, il consiste à donc gérer les projets, mais aussi ramener les opportunités européennes auprès de nos adhérents. Et donc, voilà, de pouvoir promouvoir et d'accéder à certains services qui pourraient découler de ces projets européens. Et donc, il y en a un particulièrement intéressant, je trouve, voilà, sur le territoire de la région sud, qui s'inscrit totalement dans l'idée de ce webinaire. Donc, le projet est celle-ci. Il a débuté l'année dernière, en février, donc ça fait tout juste un an. Donc, on a un petit peu de recul, voilà. Il est en cours et donc, c'est un projet transfrontalier. Donc, c'est un programme Interreg Maritimo, donc, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc nos partenaires, en fait, ils sont franco-italiens et on va travailler vraiment sur le bassin méditerranéen. Donc, en fait, les territoires éligibles, ça va être le Var, les Alpes-Maritimes, la Corse, en tout cas pour la France. Et nos partenaires italiens, ils sont plutôt sur la Ligurie, la Sardaigne, et puis aussi les 5 provinces de la Toscane, pardon. Donc voilà, on travaille avec les CCI de Nice et de Corse.
Et on travaille aussi avec des universitaires et les Cofindustria. En fait, ce sont un peu comme le MEDEF en France. Voilà, c'est des petits regroupements d'entreprises. Et donc, le but de ce projet, en fait, c'est de vraiment pouvoir promouvoir l'économie circulaire et la symbiose industrielle. Donc, la symbiose industrielle, c'est de l'EIT, c'est un peu de l'anglicisme, mais en tout cas, en France, on parle plutôt de ce concept-là. Et d'ailleurs, il y a des différences entre la France et l'Italie que je vais vous expliquer ensuite. Mais voilà, le but, c'est de pouvoir promouvoir cet aspect auprès des TPE-PME. Et donc, nous, comme vous avez vu, en fait, la plupart de nos membres, en fait, ce sont des TPE-PME qui sont particulièrement donc intéressés par ce genre de pratiques. Voilà. Donc, au niveau des activités, on a en fait trois principales activités dans ce projet. Et donc, la première, donc, qui a fait vraiment partie de tout ce qu'on a fait la première année en 2025, on a vraiment travaillé sur une étude de sous-produits. Donc, c'est-à-dire que on a fait des audits, enfin en tout cas nous on a organisé, chaque partenaire a organisé des audits sur le territoire, donc nous Var et Alpes-Maritimes, auprès des entreprises pour voir en fait quels sont leurs sous-produits et comment est-ce qu'ils peuvent être valorisés. Je vous ai mis les secteurs qui avaient été délimités en fait au début du projet, mais finalement bah, un projet ça vit, donc les secteurs se sont un petit peu plus élargis et donc nous on a plus principalement travaillé sur deux entreprises. Et donc, en fait, les principaux déchets en fait, qu'on a vus, c'est surtout les sacs de jute, les bidons en plastique de type PET, qui sont du coup non recyclables. Donc là, on va travailler sûrement dessus cette année. Je vais vous expliquer comment. On a surtout le papier, l'immobilier, enfin, voilà, le mobilier de bureau, etc., etc. Et donc, en fait, un des principaux challenges qu'on a eu avec nos partenaires italiens, c'est qu'en fait, on n'a pas du tout la même, comment dire, on n'a pas du tout la même approche de la symbiose industrielle et de l'écologie industrielle territoriale, parce que nous, justement, cette vision de l'économie circulaire, elle est très territoriale. En fait, ça se fait souvent à l'échelle d'une zone industrielle ou d'une zone d'activité. Quelque chose qui se fait beaucoup moins au niveau de l'Italie. En fait, les échanges peuvent se faire de manière beaucoup plus lointaine, alors que nous, on a vraiment un fonctionnement de ce type-ci. Et donc, à partir de là, il y a quand même aussi d'autres problématiques et d'autres freins. Donc, en tout cas, pour les TPE, PME, nous, de notre territoire, ce qu'on a pu constater, c'est qu'en fait, ça reste, enfin, ce genre de pratique reste vraiment comment dire, un investissement. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un investissement en temps pour la TPE-PME. Et en fait, à partir de cela, il y a toujours une organisation avec voilà, un club d'entreprise qui va pouvoir animer des ateliers pour les échanges, etc. Mais en effet, ça reste toujours une volonté à mettre en place et de manière très importante, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de freins qu'elle rencontre. Les processus sont souvent longs. Il faut aussi que le besoin, il concorde avec la demande. Et donc ça, ce sont plein de leviers qu'on va essayer de mettre en place, on va essayer de répondre en tout cas dans le cadre de ce projet. Voilà. Et donc à partir de là, et on continue cette année-ci, on va mettre en place des activités de renforcement de compétences et de sensibilisation sur le sujet. Donc, on a d'abord commencé à travailler sur une cartographie des plateformes numériques. Donc, on a notamment parlé de la plateforme Actif, qui, je crois, a été mise en place dans le cadre d'un projet européen, mais je crois que c'était la CCI d'Occitanie. Voilà. Donc, là, on travaille un peu dessus. Nous, en région Sud, on a une plateforme qui s'appelle Précis. Et donc, la plateforme Précis, elle est vraiment à l'échelle régionale et elle permet, en fait, voilà, de connaître un peu plus à la fois les réglementaires, enfin, les normes réglementaires qui sortent, mais aussi de voir quels projets sont mis en place sur le territoire, de se connecter en fait auprès des autres entreprises institutionnelles de la région sud. Et on a aussi des activités de renforcement des capacités auprès des entreprises. Donc là, ça va vraiment être des cycles de formation à l'économie circulaire, plus pratique. Donc voilà, être plus alerte sur les réglementations qui changent et qui évoluent très rapidement. Et aussi, voilà, peut-être quelques tips pour mettre en place plus facilement en fait ces échanges de sous-produits. Et enfin, et ça va être notre activité principale sur cette année qui arrive, ça va être le financement de projets pilotes de symbiose industrielle.
Donc ça, en fait, ça fait partie de nos prérogatives en tant que partenaire de ce projet. Donc on va financer des petits projets, des petits échanges en fait de symbiose, donc, pour valoriser les sous-produits d'une entreprise à une autre. Donc chaque projet sera à hauteur de 10 000 € maximum. Et à partir de là, comme le but c'est de favoriser au minimum deux entreprises, ça sera 5 000 € pour une entreprise et 5 000 € pour une autre. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir faciliter euh, la partie frein que je vous ai exposée un petit peu plus avant. Donc, en fait, ces financements vont permettre, voilà, de financer une analyse d'un cycle de vie, des tests chimiques, physiques et techniques sur certains sous-produits, donc qui peuvent être, voilà, du carton, du bois, des palettes, des sacs de jute, comme je parlais. Voilà, donc ça va être vraiment notre travail de cette année. Et d'ailleurs, je pense que le call, enfin en tout cas l'AMI, risque de sortir la semaine prochaine. Voilà. Et donc, peut-être aussi pour faire le lien avec nos activités dans le cadre du cluster et le lien aussi avec nos membres, on organise des groupes de travail, donc que Simon vous a présenté plus haut. Et le but, c'est de faire émerger, comment dire, un outil qui pourrait répondre aux besoins des entreprises sur un sujet donné. Donc, nous, en l'occurrence, on travaille sur les déchets et l'innovation, et enfin, l'économie circulaire, pardon. Et voilà, le but, c'est de pouvoir mettre autour de la table différents participants. Donc, nous, en l'occurrence, on a voilà, des métropoles qui se joignent, la région sud qui va venir présenter sa plateforme précise pour essayer aussi de s'acculturer à des outils qui sont déjà existants, les entreprises du territoire. Donc voilà, à ce jour, on a fait 3 sessions pour ce groupe de travail. Donc la première, elle a été en juin, l'autre en décembre, et là, donc on en a une la semaine prochaine. Et donc voilà, le but, c'est de pouvoir donner des outils, favoriser en fait le business, comme racontait Simon plus tôt, et voilà, de construire un livrable. Donc nous, à ce jour, comme chaque partenaire est très différent et a des besoins très différents en termes de de déchets. En fait, on a plusieurs participants qui ne font pas tous partie de la même chaîne de valeur. Donc, chacun n'a pas forcément voilà, les mêmes besoins. Et donc, on est toujours en train de co-construire le livrable. Mais jusqu'ici, voilà, on essaye aussi de rendre ces groupes de travail utiles au quotidien pour la TPE-PME qui a envie, voilà, de réutiliser ou de recycler certaines parties, voilà, de ces déchets. Voilà. Et donc, c'en est fini pour moi. Je laisse la parole à Simon, qui va vous présenter quelques exemples aussi de nos adhérents, de leurs innovations, de leurs solutions sur le territoire. Voilà. Merci beaucoup, Emma. Donc, ben, je sais qu'on n'a pas forcément que des entreprises de la région sud aujourd'hui, mais si c'est votre cas, n'hésitez pas à vous contacter et puis à vos claviers pour répondre à l'AMI du projet Excelsis si le sujet de la symbiose industrielle vous intéresse et que vous souhaitez travailler avec un partenaire italien euh, sur les sujets de symbiose industrielle. Donc, effectivement, ce qu'on voulait faire pour terminer cette présentation, c'était vous donner quelques exemples d'acteurs de l'économie circulaire qui font partie de notre cluster et de notre réseau. Et la première chose, c'était de vous montrer la diversité de ces acteurs et les différents secteurs sur lesquels ils interviennent. C'est une problématique d'ailleurs qu'on rencontre dans le groupe de travail, mais cette diversité, je pense, est aussi une force. Donc, vous voyez qu'on a différentes catégories. Donc, on a essayé de regrouper nos membres. Alors, bien sûr, ce n'est pas exhaustif, hein, cette slide. On a d'autres membres, on ne les a pas tous mis, mais c'était pour vous donner des exemples. Donc, je vous l'ai dit, on a des bureaux d'études dans le domaine de l'environnement, notamment des sujets liés à l'eau. On a par exemple Daxtakem qui va travailler sur la dégradation des polluants grâce à la chimie et aux biotechnologies. On a NeoEco, DV2E, donc vraiment des bureaux d'études qui vont intervenir plutôt en tant que prestataires sur des projets d'économie circulaire et également parfois de biodiversité, puisque je vous l'ai dit, on est multifilière et c'est représenté au travers de ces bureaux d'études. On a également toute une série d'entreprises qui travaillent sur le recyclage des déchets organiques et la réutilisation des déchets organiques. Donc,
des porteurs de solutions technologiques, d'une part. Donc, par exemple, 04 Recyclage, qui là va vraiment travailler sur le traitement et la revalorisation des déchets organiques. Eotil, qui va être un producteur d'engrais à partir d'urine humaine. Donc là, c'est vraiment une solution très innovante et qui d'ailleurs, puisqu'on fait d'un moment, va travailler avec, par exemple, Lovely Toilet ou Sanisphere, qui sont également dans la partie déchets organiques, mais qui sont des toilettes sèches. Et donc, Eotil vient récupérer l'urine qui est dans ces toilettes sèches. Et donc, voilà, ce sont des sociétés qui vont pouvoir travailler ensemble sur ces sujets de recyclage des déchets organiques. On a également plus purement des organismes de formation et de sensibilisation au compostage, à la valorisation des déchets organiques, donc comme Perron Environnement, Tripluche, Régénéco ou Love Now. On a une autre catégorie qui est complètement distincte donc sur le recyclage des déchets. Il s'agit du recyclage des déchets industriels et des équipements électroniques. Donc là, par exemple, on peut vous donner l'exemple de Cumulo qui fait du surcyclage de Cumulus. Donc en fait, ils vont venir récupérer les Cumulus qui ne fonctionnent plus. Ils ont un procédé de traitement des cuves. Ils vont pouvoir les récupérer et les couper à hauteur pour en faire, par exemple, du mobilier urbain, des cache-pots, des corbeilles de ville à partir de la cuve. Donc, c'est un exemple de récupération et de réutilisation, on va dire, de déchets industriels. Donc là, ce n'est pas du recyclage, c'est vraiment plutôt de la réutilisation pour en faire notamment du mobilier urbain. On a également Biénergie, qui est une société basée à Avignon qui travaille sur la régénération de batteries. Donc là aussi, ils ont un procédé extrêmement innovant qui permet de régénérer les batteries des véhicules notamment. Et ils font également de la régénération d'huile. Donc voilà, pour avoir visité leur site, c'est vraiment une activité extrêmement intéressante et très innovante également. Et puis l'INERIS, mais je ne vous en parle pas puisque Julie est présente aujourd'hui et je la remercie encore de nous avoir introduits dans ce groupe de travail et dans ce webinaire. Je change complètement de sujet. Vous voyez vraiment la diversité, le côté justement multifilière qu'on retrouve y compris dans la catégorie de nos membres économie circulaire. Donc les déchets textiles. Donc là, on va retrouver des sociétés comme Étoffé ou Feutre Fertile qui vont venir, alors dans le cas d'Étoffé, ils vont venir récupérer les déchets textiles des hôtels de luxe notamment pour en faire des accessoires, voilà, plutôt des trousses, même des vêtements en fait. Donc c'est une activité assez intéressante. Et Feutre Fertile, qui là, lui, va venir réutiliser et recycler la laine de mouton, qui n'est pas du tout valorisée, en fait. Voilà, la laine de mouton est souvent jetée, et donc l'entreprise vient récupérer la laine de mouton et vient en faire des accessoires et des supports de culture, donc à base de laine. Donc là encore, une activité assez innovante et ils sont plutôt du côté des Alpes, cette société. Donc c'est vraiment sur l'ensemble de la région qu'on a aussi nos membres qui sont représentés. Et pour terminer, on a également donc des plus gros groupes ou des entreprises comme Spi Batignolles ou Ubi Group qui vont traiter du sujet de la revalorisation, du recyclage et de réutilisation des déchets des bâtiments, déchets issus des bâtiments. Et enfin, plutôt la récupération et le recyclage de déchets urbains. Donc là, je pense par exemple à LitterSnap qui va faire avant tout de la détection de déchets urbains grâce à l'intelligence artificielle, à l'utilisation de drones et de caméras. Donc là, l'entreprise va pouvoir localiser de manière très précise les déchets pour ensuite pouvoir les récupérer et les réutiliser. Voilà, c'était simplement pour vous donner un aperçu de la diversité de nos membres, vous donner envie aussi d'éventuellement les contacter s'il y a des sujets qui peuvent vous intéresser, de mettre en avant aussi certaines de ces solutions. Encore une fois, ce n'est pas du tout exhaustif et je n'ai bien sûr
pas mentionner tous nos membres. Mais voilà, on voulait vous montrer que ce sujet de l'économie circulaire nous tient vraiment à cœur chez Eco-Entreprise et c'est un sujet extrêmement divers euh, et sur lequel voilà, on sera heureux d'échanger avec vous si ça vous intéresse d'en savoir plus. Et donc, on est à votre disposition. Bah, s'il y a des questions maintenant, j'espère qu'elles seront moins techniques que les questions précédentes, parce que quand on voyait les questions tout à l'heure avec Emma, on se disait oulala, oulala. Mais voilà, à votre disposition s'il y a des questions en tout cas. Mais on est prêt quand même. Et tout à fait, toujours prêt. Merci Emma, merci Simon. Pas d'inquiétude. Euh, La question qui est posée sur le chat, c'est, vous avez dit être partenaire de projets européens. Est-ce que vous portez également des projets européens ou est-ce que vous accompagnez des porteurs industriels? Eh bien, du coup, ça tombe bien que Simon et moi, on soit là parce qu'en fait, peut faire les deux. En fait, c'est-à-dire que dans nos activités, donc moi, je gère les projets européens propres à EA, dont le but est de créer ensuite des services pour les adhérents. Donc ça, c'est un peu la première chose. On essaye, voilà, de chercher comment dire, des sujets qui peuvent être très porteurs pour les entreprises membres du réseau. Et comme vous avez vu, c'est très large, très multifilière. Donc, on essaie de voilà, chercher des sujets transverses. Et à ce titre, on peut être porteur de projets Europe, ce qu'on n'est pas pour le moment. En tout cas, nous, on cherche de nouveaux projets toujours, donc ça ne change pas. Mais voilà, on a cet aspect partenaire, porteur de projets, et aussi accompagnement pour les entreprises, notamment peut-être industrielles. Simon, je te laisse présenter. Oui, effectivement, donc réponse les deux, mon capitaine. On peut aussi accompagner effectivement nos membres sur du montage de projets européens, notamment les projets de recherche et développement. Je pense au programme Horizon Europe. Donc on peut tout à fait, là encore, être entrepreneur, trouver des partenaires si vous souhaitez rejoindre un projet en cours de montage ou même être porteur de projet. Et donc, on a cette expertise pour effectivement accompagner les entreprises ou les académiques, enfin l'ensemble des porteurs de projets ou partenaires potentiels vers ces programmes européens. Merci beaucoup. Une autre question qui vous demande si vous travaillez sur les stratégies d'adaptation des PME vis-à-vis des pénuries possibles en eau et les PME sont-elles sensibles à ces enjeux? Alors oui, on travaille beaucoup sur les sujets effectivement liés à l'eau, donc notamment avec le pôle Aqua-Vallée dont je vous parlais tout à l'heure. Les PME sont effectivement de plus en plus sensibles à ces enjeux de gestion des ressources en eau et de réutilisation des ressources en eau. Donc on travaille sur des projets de réutilisation des eaux usées traitées. À ce titre, je parlais aussi de la présentation de Suez tout à l'heure qui m'intéressait plus particulièrement. Et donc, on a plusieurs exemples d'entreprises qui ont essayé de travailler sur l'utilisation. Je pense notamment à un projet avec les sirops Monin, alors qui est plutôt en Occitanie, mais vraiment au sein de l'usine, ils ont fait une réutilisation, un cercle fermé en fait de l'eau pour pas avoir à capter en tout cas beaucoup moins d'eau que ce qui se faisait jusqu'à présent, justement pour gérer les pénuries qui sont de plus en plus nombreuses avec l'augmentation voilà, avec le changement climatique. Donc effectivement, c'est des sujets sur lesquels les PME sont de plus en plus sensibles et on travaille beaucoup sur ces sujets-là. Et par ailleurs, nous sommes partenaires d'une chaire partenariale sur l'eau, donc qui est dans le 06. Donc c'est le but de cette chaire, c'est de rassembler à la fois les collectivités territoriales, le monde universitaire, les entreprises, les citoyens. Et donc nous, on est porteur d'une action qui s'appelle sobriété hydrique. On va essayer de, voilà, sur chaque interco, de faire rencontrer à la fois tout ce monde-là, toutes les parties prenantes en fait qui sont intégrées dans ces démarches de sobriété hydrique. Et on va d'ailleurs créer comment ça s'appelle, un catalogue de recensement des solutions de sobriété hydrique sur le département des Alpes-Maritimes. Voilà. Donc les entreprises sont vraiment très intéressées par ce genre de thématique. Et donc là, en plus, un exemple, voilà, notre travail aussi, c'est d'essayer de valoriser toutes ces initiatives qui sont faites sur le territoire.
Tu fais bien de préciser, Emma, et pour être très complet sur ce sujet de ressources en eau, puisque je dis que les entreprises y sont sensibles, nous on travaille beaucoup là-dessus. On a effectivement un autre projet européen qui s'appelle CT, qui est donc Sécheresse et Territoire, qui travaille sur les problématiques de sécheresse, notamment dans les Alpes-Maritimes, et un groupe de travail sur le sujet, spécifiquement sur le sujet de la gestion des ressources en eau. Voilà. Merci beaucoup. Je vais conclure par une dernière question qui sera la mienne. Vous avez donc beaucoup de PME parmi vos adhérents. Je suppose que beaucoup ont des déchets qui ne sont pas pris en charge par les filières REP. Est-ce que vous avez eu l'occasion ou est-ce qu'il vous semble possible de mettre en contact certaines de ces PME pour peut-être mutualiser la gestion de ces déchets, trouver des solutions? On parlait tout à l'heure de la symbiose ou de l'OIT, l'écologie industrielle et territoriale. Donc, est-ce que ça vous semble cohérent à l'échelle de PACA peut-être ou un petit peu plus largement? Alors, ça a coupé deux petites fois, mais je pense avoir compris le sens de sa question. Oui, bien sûr, c'est un sujet sur lequel on peut travailler, hein, effectivement, tous les déchets qui ne sont pas pris en charge dans le cadre de la REP. On peut y travailler, notamment, je pense que c'est un sujet du groupe de travail déchets économie circulaire. Emma, tu me corrigeras si je me trompe, mais bien sûr, c'est un des sujets sur lesquels on travaille également et sur lesquels on peut avoir des actions spécifiques, ouais, effectivement. Exactement. Rien d'autre à rajouter plus. Merci beaucoup. Je vais laisser Patrick peut-être poser une question. Oui, je vais me permettre une petite question. Enfin, merci Emma et merci Simon pour votre présentation. J'ai une petite question par rapport à la laine de mouton. J'ai pas compris la valorisation que vous en faites. Alors, nous, directement dans le Farm et ces feutres fertiles, effectivement, ils en font donc des accessoires de culture. En fait, c'est des manchons, si vous voulez, pour la culture. Donc, c'est, vous savez, dans les pots, j'ai pas les termes techniques, mais il y a souvent des manchons qui sont en plastique, par exemple, souvent en plastique, ou des espèces de couvertures là, qui sont en plastique et qu'on met au niveau des cultures. Et donc, eux, ils le font à partir de laine recyclée et qui, du coup, est également biodégradable et qui abîme moins les sols aussi. Voilà, D'accord. pour répondre à votre question. Ils visent pas du tout l'aspect textile, alors. Non, ils visent pas la fille textile. C'est vraiment pour vraiment les accessoires de culture, en tout cas pour le moment. Ouais, parce que cette valorisation de laine de mouton, je crois que c'est devenu un sujet très national. Parce que même dans le nord de la France, il y a des filières qui sont en train de se monter pour valoriser ça. Ok, donc c'était pour savoir. Et j'avais une toute autre question, après je laisserai la parole à mes collègues. Euh, Comme vous êtes en bord de mer, vous n'avez pas de projet sur les algues, enfin tout ce qui vient de la mer, algues, macro-algues, des choses de ce type-là? Alors, un peu moins. Pourquoi? Parce que, alors, sur les algues, on peut en avoir, mais assez peu finalement. Notamment parce qu'il y a aussi le pôle mer Méditerranée, qui est le pôle de compétitivité en région PACA, qui s'occupe beaucoup des sujets liés à la mer. Donc, ce qu'on essaye aussi au niveau des pôles de la région, c'est d'être le plus possible complémentaire. Donc, il y a une partie de réponse là-dessus. Mais par exemple, on travaille sur les algues, c'est vrai que assez peu finalement, mais voilà, on est moins effectivement sur ces sujets-là, mais ça pourrait, sur la partie notamment effectivement économie circulaire, il pourrait y avoir ce type de projet, mais on n'a pas trop été sollicité jusqu'à présent. D'accord. Merci Simon. Moi, je voulais juste ajouter un tout petit truc concernant la laine. L'année dernière, on avait un groupe de travail sur les déchets textiles. Et en fait, la filière est très peu, comment dire, très disparate, en tout cas en région sud. Et à la suite de ça, l'agence économique de la région, elle a créé une étude flash, je crois, justement sur cette thématique pour essayer un petit peu de comprendre voilà, les interactions de la filière qui est très disparate en fait. Pas du tout, elle est, je perds mon mot, mais voilà, elle est pas du tout, c'est pas Ouais. compréhensible ce que je dis, mais voilà, elle est pas du tout interconnectée, et elle est très peu visible en fait en région sud. Et le but de cette étude, c'était vraiment de pouvoir comprendre qui était quoi, quel projet était mis en place sur la région sud, et la laine en faisait partie. En fait, il y a beaucoup de questions qui viennent sur cette thématique-ci. Même état des lieux dans le nord, c'est pareil. Ah bah voilà. Mais il faut qu'on travaille Ouais, ensemble alors. exactement.
Je Exactement. vais faire le lien entre le nord et le sud alors. Après, on n'est pas sectaire. On vous a beaucoup parlé de la région sud, mais on peut aussi, voilà, on travaille aussi avec les autres régions. Donc, avec plaisir, Patrick, pour travailler aussi sur ce sujet-là avec les entreprises du nord de la France. Ok, merci beaucoup. Merci à tous. Je vois qu'un participant a levé la main. Je ne crois pas que vous puissiez participer à l'oral, il ne me semble pas. Si vous avez une question, il faut l'écrire dans le chat. Du coup, je ne sais pas si on attend que la personne pose sa question. En tout cas, je remercie Emma et Simon pour leur présentation. Je remercie également à nouveau Justine et Lydia. Comme je le disais en introduction, Patricia Boccetta, qui devait présenter le projet WINT, est malheureusement souffrante. Elle ne pourra pas, donc la présentation sera reportée. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Je vais passer la main à Anne-Hélène qui va conclure cette matinée. Merci à tous. Merci Julie, merci effectivement à tous nos conférenciers d'aujourd'hui. Je crois que ce webinaire a été une fois de plus très 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 riche. Les conférenciers nous ont fait part d'illustrations très concrètes et très complémentaires, je trouve, de l'importance de l'intégration du génie des procédés dans l'économie circulaire. Donc ce webinaire, comme tu le disais Julie en introduction, a été le troisième d'une première série thématique que nous concluons donc aujourd'hui. Il pourra être revisionné comme les deux précédents, donc soit sur la chaîne YouTube, soit sur le site de la SFGP, donc dans la rubrique des événements précédents. Et par ailleurs, donc, il va faire l'objet d'une synthèse et d'une analyse qui fera donc un article, qui permettra donc la parution d'un article aux éditions des techniques de l'ingénieur. Donc, cet article est à paraître. Nous poursuivons, nous, au sein du GT, donc IPECVAL, nos travaux qui visent à faire un état des lieux du génie des procédés pour l'économie circulaire. Et donc, nous allons proposer courant en juin un prochain cycle de webinaires. Donc, le premier portera sur la récupération des métaux. Donc ce webinaire est en cours de construction et donc si certains d'entre vous sont intéressés pour y faire une présentation de nouvelles approches ou de procédés innovants pour la récupération des métaux, eh bien, nous sommes tout à fait prenants de vos participations. Voilà, eh bien, écoutez, merci à tous les participants et puis je vous dis au nom de notre groupe IPECVAL, à très bientôt.